Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois mon premier invité qui est François Gschwinn et il va nous parler de Pas de la rue. C'est un organisme qu'on va apprendre à découvrir à notre émission aujourd'hui. À l'Espresso et à l'Espresso allongé, il sera question de devenir famille d'accueil. En début de deuxième demi, nous avons notre invité Rémi Côté qui vient nous parler de sa chronique. En fait, il va faire une chronique de film en rapport avec la santé mentale. Alors tout ça dans le menu de Folie douce pour la prochaine heure. On a bien sûr des chansons et la première qu'on vous fait entendre, c'est On ira de Zaz. Bienvenue à Folie douce. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir l'été dans les souks à Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Yobat au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête autant qu'on a de héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 oh. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. J'ai le plaisir d'accueillir notre invité qui est François Gschwinn. Bienvenue à l'émission Folie douce. Oui, bonjour. On va parler ensemble, en fait, dans les prochaines minutes, de Pas de la rue. Vous prenez part à cet organisme. C'est un organisme qui, on voudrait tout connaître, en fait, la mission et un peu les activités que vous faites. Donc, comment vous pouvez nous présenter cet organisme-là, Pas de la rue? Alors, c'est un organisme qui vient en aide aux aînés dans le besoin, qu'on va accompagner pour des problèmes en santé, des problèmes d'intégration sociale, des problèmes pour trouver du logement à prix modique. Donc, c'est des gens qui ont, si on veut, eu des problèmes au cours de leur vie, qui pouvaient simplement avoir perdu leur emploi, ont vécu du veuvage et qui ont perdu une certaine stabilité. Donc, nous, on les accompagne avec des intervenants
autant à l'interne, donc dans notre centre de jour, où les gens peuvent être consultés, comme avec notre équipe volante, notre équipe d'intervenants externes qui se promènent là où ils sont, dans la rue ou dans des centres d'hébergement de jour. Donc, c'est pas. Est-ce qu'on pourrait dire que la clientèle, c'est une clientèle, disons, on peut dire sans domicile fixe, c'est ça? Ou... C'est un mélange de deux types de personnes, si on veut, une clientèle sans domicile fixe ou une clientèle qui est sur le point de perdre son logement subventionné comme tel, soit parce que il ne respecte pas les règles, soit au niveau des visites nocturnes ou des problèmes qui peuvent être, par exemple, d'alcoolisme ou des choses comme ça. Et donc, il faut comment je pourrais dire, leur expliquer qu'on doit avoir un bon comportement pour pouvoir vivre en société. Donc, leur réapprendre des choses qu'ils savaient probablement dans leur jeunesse. Et on doit aussi régler certains problèmes avec eux, que ce soit pour avoir droit à l'aide sociale ou à d'autres, à l'accès à la santé aux hôpitaux. On doit des fois les accompagner, par exemple, à l'hôpital, parce que maintenant, remplir certains formulaires, c'est compliqué. Ou si, par exemple, ils ont perdu leur carte d'assurance maladie, pour ne citer qu'un exemple, ben ils n'ont pas le droit aux soins de santé. Donc, on doit refaire une nouvelle demande. Ça peut être compliqué quand cette personne-là, par exemple, change de logement en logement, donc n'a pas d'adresse fixe. Donc, c'est des choses comme ça qu'on doit pallier. Ouais. Pourquoi le nom Pas de la rue? C'est un acronyme, c'est les petits frères des pauvres qui avaient mentionné ça. C'est pour personnes accompagnées seules. Alors, c'est quelque chose qu'on a mis de côté, puis qu'on pousse plutôt maintenant, si on veut, notre nouveau slogan qui est d'aider les 55 ans et plus, pour pas qu'ils se retrouvent dans la rue. Okay. Donc, c'est vraiment là, si on veut, le gros de notre aide qui va dans les gens qui sont sur le point, si on veut, de perdre leur logement, oui. Pour les stabiliser là dans leur vie quotidienne, de les réintégrer dans la communauté, c'est-à-dire d'ouvrir, parce que nous, on est comme un café, si on veut, de jour, où on va les écouter, leur mettre une atmosphère où ils peuvent écouter de la musique, consulter sur nos stations Internet, parler à des gens. Donc, on va avoir une bonne écoute, essayer de devenir leur complice de vie pour pouvoir régler des problèmes. Une fois qu'on a gagné leur confiance, ils vont expliquer des problèmes qu'ils ont, puis on va essayer de trouver des solutions pour les accompagner. On essaie toujours non seulement d'avoir une bonne écoute envers notre clientèle, mais aussi, je dirais, de pas les forcer. Il faut que la décision vienne d'eux-mêmes. Donc, il faut que ça soit volontaire. De trouver une façon de régler leurs problèmes, une démarche, donc d'établir une démarche. Oui. Monsieur Gschwinn, justement, est-ce que vous croyez que c'était peut-être une clientèle qui était un peu délaissée, dans le sens que c'est pas une clientèle, on peut pas dire que c'est des personnes âgées, c'est pas des personnes jeunes, donc est-ce que c'est une clientèle qui avait justement besoin d'un service comme le vôtre? Je dirais c'est une clientèle qui est en croissance. Pourquoi? À cause des crises économiques à répétition, puis aussi qu'il y a un phénomène qui est assez particulier, c'est-à-dire que quand on est mis à la porte, quand on perd son emploi, puis qu'on a 50 ans et plus, c'est très dur de se retrouver un emploi, puis un bon emploi. Donc souvent, on va se retrouver peut-être avec un emploi à temps partiel, et on n'arrive pas à survenir à tous nos besoins, parce qu'on le sait, les coûts de la vie ont augmenté. Alors on parle ici de coûts de logement, qui, pour les gens qui restent au centre-ville de Montréal, parce que nous, on est situé quand même assez proche de Radio-Canada, et il n'y a pas beaucoup là de logements en bas de 600 $ par mois, alors qu'on sait que la location pour le bien-être social, c'est 680.
Alors, ça n'a aucun sens. Là, on peut pas vivre, on peut pas remplir son frigo avec cette somme-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est leur trouver une façon de les stabiliser et qu'ils reprennent le goût à aller travailler quand ils sont en mesure d'aller travailler. Et si pour une raison ou une autre, ils sont dans une incapacité de travailler à cause de leur santé, par exemple, on a beaucoup de cas comme ça, mais là, à ce moment-là, en faisant des démarches et en remplissant certains formulaires et en ayant rempli des documents par un médecin, par exemple, mais on peut demander une allocation supplémentaire parce que ces gens-là ne sont pas aptes à retourner au travail. Il y a aussi un grand fossé qui s'établit entre les gens qui n'ont pas encore droit à leur fonds de pension. Oui. Donc, je donne un exemple, quelqu'un qui a 55 versus quelqu'un qui aurait droit à son fonds de pension, et le gouvernement, avec le fonds de pension, protège finalement, il va donner une allocation supplémentaire, complémentaire, et ça peut aller chercher entre 13 et 14 000 $ avec un fonds de pension. Donc, vous voyez la différence entre être sur le bien-être social, qui nous permet pas de vivre convenablement, et sans que ça soit une mine d'or, déjà, quand on arrive à un salaire supérieur ou un fonds de pension supérieur dans les 13 et 14 000, mais déjà, ça crée un certain soulagement pour une clientèle là, dans le besoin. Là. Oui, c'est vrai, c'est une période de la vie qui est qui peut être très difficile, justement, comme vous dites. On est un peu entre deux eaux, puis c'est difficile à vivre. Est-ce que dans votre clientèle, est-ce qu'il y a beaucoup de problématiques de santé mentale? On parle de différentes problématiques de santé. Est-ce que la santé mentale est très présente? Je dirais un phénomène que moi j'ai découvert parce que je suis là seulement depuis septembre au Pas de la rue. Je m'occupe de la philanthropie et de la communication. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il commence dans certains cas à avoir des cas non déclarés de démence. Donc, des gens qui commencent à avoir de la misère à gérer un budget, par exemple. Donc, on va s'arranger pour que il y a une fiducie qui va s'occuper de gérer leur argent. Donc, c'est une entente qu'on fait soit avec la personne directement si elle est encore capable de décider, ou un proche, ça peut être un parent éloigné ou quelqu'un qui va le conseiller, qui va conseiller cette personne-là. Et c'est pas nous qui la gérons, mais c'est quelqu'un qui va gérer donc la fiducie pour cette personne-là, qui va dire aujourd'hui j'ai besoin de 30 $. Donc au lieu de dépenser tout son argent au début du mois, il va pouvoir avoir des sous quand elle veut faire son épicerie, des choses comme ça. Oui. Donc ça c'est quelque chose qui est fait. Si vous me permettez, j'expliquais aussi d'autres champs d'intervention qu'on fait au niveau, par exemple, on a parlé déjà d'intervention de proximité. Il y a l'accueil, puis créer, si on veut, un milieu, mais aussi une animation. Donc, les gens qui vont au Pas de la rue de centre de jour, il va y avoir des choses qui vont faire qu'ils se sentent en famille. Je donne un exemple. On fait des dîners anniversaires à chaque mois. Donc, on va cumuler des anniversaires et il y a une journée qu'on va décider, comme ce mois-ci, c'est le 15 du mois, où donc on va fêter et on va donner une carte de souhait signée par tous les gens qui connaissent cette personne-là, les gens qui travaillent au Pas de la rue. On va faire un vrai gâteau d'anniversaire. Donc, pour certains, c'est le premier gâteau d'anniversaire qu'ils vont recevoir depuis des dizaines et des dizaines d'années parce que ils sont retirés, si on veut, du cercle familial. Peut-être que leur famille vit plutôt en Gaspésie ou ailleurs. Ils ont perdu contact avec leur famille. Et donc, pour eux, c'est un moment important. On a aussi, dans les activités que nous avons, des activités intergénérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a une école qui s'est offerte de venir une fois par mois et de participer à certaines activités. Donc, on a introduit à nos gens, au Pas de la rue, les activités de jeux vidéo. Donc, pour voir le côté entre des jeunes ados, qu'est-ce qui les attire? Les jeux vidéo. Puis, on a vu des messieurs et des madames qui se sont mis à jouer
à danser en imitant avec les jeux vidéo, en imitant des danses, en faisant des pas de danse et tout ça. Donc, oui. c'est un peu drôle. On fait du karaoké. On a des animations aussi, si on veut, des tables rondes où on fait une participation citoyenne. Donc, on apprend à ces gens-là à dialoguer entre eux puis de commenter des problèmes, des thématiques auxquelles ils veulent parler. Alors, c'est très important pour améliorer la communication. Puis aussi pour des gens qui veulent se reprendre en main, qui voudraient se présenter pour des emplois, on va faire des ateliers de présentation de bonne manière, de toujours dire bonjour, de présenter la main quand on rencontre quelqu'un pour une entrevue, puis essayer de bien décrire son parcours, puis de rester positif. Oui, ça, c'est parmi les choses qu'on fait. C'est très important. Puis c'est intéressant que vous mentionniez ça, le mix de génération. Souvent, on le fait pas assez, mais on aurait intérêt des fois. Ça dynamise en fait les activités. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous nous parliez à l'instant? Il y a même un atelier où on appelle ça le dîner bonne bouffe, c'est-à-dire que c'est suite à des rencontres de groupe, ils ont décidé quel genre de menu avec une spécialiste en alimentation, quel genre de menu, comment ils pourraient récupérer des choses qui sont dans leur frigo pour faire un ragoût, pour faire des choses comme ça. Donc, leur donner des nouvelles idées pour cuisiner parce que, comme je mentionnais, il y a des cas, des fois, de veuvage. Donc, si un était plus habitué à faire la cuisine pour l'autre, puis là, la personne se retrouve seule, c'est plus dur faire des repas. Donc, c'est donner des nouvelles idées de recettes qui sont simples à faire. Merci beaucoup. C'est fort intéressant. Pour vous joindre, je pense qu'on peut aller voir le site web pasdelarue.org, c'est ça? C'est exact. Merci beaucoup, M. Gschwinn, d'avoir été des nôtres et bonne continuité. Au plaisir. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. L'hiver enfin tirait à sa fin. Un jeune poisson est sorti d'un raz de marée. Une chimère amère venant de la mer, aussi à l'aise dans l'eau que dans l'air, qui parfois s'envole comme un poids plume, ou d'autres fois s'engouffre comme une enclume. Mais le mal de l'air le ramène à la mer, et le mal de mer de lui montrer la terre. Poisson passionné par tout ce qu'il n'a pas, oublie de voir toutes les forces qu'il a, et qu'il nage et qu'il vole, mais ce n'est pas assez. Poisson voudrait savoir marcher sur la terre ferme, comme font les mammifères, et l'idée qui germe en lui comme un début de cancer l'enchante et le hante et le ronge. Il y songe à naviguer jusqu'au rivage et sauter sur la plage, sauter sur la plage. Quand on n'est jamais satisfait de ce qu'on est ou de ce qu'on fait, quand on ne voit plus notre étoile, la vie nous prend dans sa toile. C'est sûr, personne n'est parfait, mais on est ce que l'on est. Être conscient d'être spécial, ça met du vent dans nos voiles. Après y avoir songé longuement, il décide de faire selon son engouement. Alors il prend son élan et se lance, atterrit sur la plage, une belle plage immense. D'ici on voit la mer et le ciel et le sable, et le soleil, le vent dans les arbres. Et l'odeur de la mer me quitte peu à peu, de dire le jeune poisson heureux. Mais un vieux crabe qui passait par là le regarda d'un air alléché, pas une haine, et le poisson hurla: le diable te crabe, pourquoi veux-tu me blesser? Ne vois-tu pas, jeune poisson, que c'est toi qui t'ai mis les nageoires dans mon plat? Ne vois-tu pas, jeune poisson, que c'est toi qui t'ai mis les nageoires dans mon plat? Quand on n'est jamais satisfait de ce qu'on est ou de ce qu'on fait, quand on ne voit plus notre étoile,
La vie nous prend dans sa toile, c'est sûr, personne n'est parfait. Mais on est ce que l'on est. Être conscient d'être spécial, ça met du vent dans nos voiles. Mais les dieux, pitié de lui. La marée monta et la mer le reprit. Mais les dieux, pitié de lui. La marée monta et la mer le reprit. Je vais de ce pas retrouver les miens, avec une aile en moins, mais néanmoins je ne regretterai pas d'être allé aussi loin pour me rendre compte à quel point on est bien chez soi. On est bien chez soi. Et la morale de cette histoire est que chaque être a ses privilèges. Ceux qui se vautrent dans l'envie tomberont dans un piège duquel ils ne seront ressortis que lorsqu'ils auront compris. Duquel ils ne seront ressortis que lorsqu'ils auront compris et payé le prix. Vous syntonisez l'émission Folie douce, celle qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. C'est maintenant le temps du bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Chelem Allo. Bonjour. Alors Pierre, tu ne taris jamais de bons sujets. Cette semaine, tu nous amènes le sujet devenir famille d'accueil. Oui, les fameuses familles d'accueil au Québec. Je vais vous lire, pour commencer, une partie d'un article que j'ai trouvé sur le site Ici Radio-Canada. C'est écrit par M. Olivier Bachan. Il nous dit qu'au Québec, le nombre de familles d'accueil est en constante diminution depuis les 10 dernières années. La Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, peine à en recruter de nouvelles, surtout en milieu urbain où le coût de la vie est de plus en plus élevé. Dans l'ensemble de la province, le nombre de familles d'accueil est passé de 5 482 en 2005-2006 à seulement 3 745 en 2013-2014, ce qui représente une baisse de 30 %. Là, tu parles pour les jeunes, tu parles pas pour les autres clientèles. Je parle des jeunes, oui. Et je vais plus loin, je vais te parler des catégories d'âge. La tendance est encore plus lourde dans la région de Montréal, où leur nombre est passé de 946 à 560 au cours de la même période, une chute de 41 %. Et depuis 7 ans, la DPJ tente de confier les enfants dont elle a la charge à des parents proches plutôt que de les placer en famille d'accueil. À Montréal, la DPJ a seulement réussi à recruter 12 nouvelles familles d'accueil l'an dernier, alors qu'une 50aine de plus seraient nécessaires pour combler ses besoins. Elle recherche surtout des foyers prêts à accueillir des enfants de 5 ans et moins, ce qui est un véritable casse-tête. La DPJ souhaite qu'un parent demeure à la maison pour s'occuper d'enfants de ce groupe d'âge afin de tisser des liens durables. Or, rares sont ceux qui sont prêts à faire de tels sacrifices, surtout en milieu urbain où le coût de la vie est plus élevé. Oui, puis que c'est difficile parce que jamais sortir, ça peut être assez lourd à vivre. Tu peux sûrement sortir, mais tu dois avoir la garde de l'enfant. Oui. Le coût de la vie augmente, le prix des maisons augmente et de nos jours, les personnes en couple travaillent habituellement toutes les deux. Selon la responsable du recrutement à la DPJ Montréal, Mme Joanne Robillard, les familles d'accueil ne sont plus souvent formées d'un couple au sein duquel la femme demeure au foyer, ce qui était le cas autrefois. Les familles d'accueil qui ont pris leur retraite au cours des dernières années n'ont donc pas pu être remplacées au rythme de leur départ. Les sacrifices que doivent faire les familles d'accueil sont très nombreux. À Montréal, Mme Danielle Pellan et Jean-Paul Deguire, qui forment un couple, ouvrent leurs portes à des enfants en difficulté au sein de leur famille depuis plus de 15 ans. Ils s'occupent présentement de 6 garçons âgés de 18 à 18 ans. Selon eux, c'est un rôle exigeant qui demande beaucoup de temps et d'organisation. Ils doivent parfois organiser des rencontres avec les membres de la famille des enfants qui leur sont confiés, avec leurs travailleurs sociaux ou encore avec d'autres professionnels comme des psychologues. Il faut aussi dire que ce qui peut être un déterrant pour avoir, c'est que c'est des enfants qui sont très difficiles aussi. C'est pas... Parfois, oui. Oui, c'est très souvent. Souvent, oui. C'est pas de leur faute, mais ils ont eu de la maltraitance, souvent. Pour revenir à Danielle Pellan et Jean-Paul Deguire,
À leur début, ils ont parfois trouvé la tâche très lourde. Ils ont d'ailleurs déjà songé à abandonner leur rôle de famille d'accueil, ce qu'ils n'ont finalement jamais fait. M. De Guire dit « On était dans le salon un samedi soir, on s'est regardé puis on s'est dit « Est-ce qu'on appelle la DPJ lundi matin? On n'est plus capable. » Ils se sont toutefois sentis de plus en plus confiants dans leur rôle au fil des ans et de mieux en mieux outillés après avoir suivi plusieurs formations de la DPJ. Aujourd'hui, Mme Pelland et M. De Guire considèrent que tous leurs sacrifices en ont valu la peine. Mme Pelland nous dit « J'ai une fierté à me rendre compte que les jeunes que j'ai déjà reçus, qui avaient de grosses difficultés, s'en sortent, réussissent et travaillent. » Maintenant, comment devenir une famille d'accueil? Ça, j'ai pris ça sur le site Centre Jeunesse de Montréal. Oui, une des règles, il ne faut pas que tu aies un 1,5 parce qu'avec 4 enfants dans un 1,5, c'est un peu tassé. Oui, mais tu n'es pas obligé d'avoir 4 enfants non plus, mais oui, je comprends. Non, c'est un gag que ça je prend fais. les lieux, oui, c'est sûr. Bon, maintenant, si on veut devenir famille d'accueil, d'abord, quelle sorte d'enfant est-ce qu'on peut s'attendre à accueillir? Ça va être un enfant qui va être âgé de 0 à 17 ans. Un enfant qui a vécu des difficultés dans son milieu familial, soit de la négligence, du rejet, des abus physiques ou des abus sexuels. Il peut également présenter des troubles sérieux de comportement, comme tu viens de le dire, et des problèmes au plan affectif et social ou démontrer un retard dans son développement. Parfois, ses parents reconnaissent qu'ils sont incapables de répondre à ses besoins et ils acceptent que leur enfant soit confié à une famille qui prendra soin de lui. Parfois, c'est l'intervenant social qui recommande au tribunal que l'enfant soit retiré de son milieu familial pour être confié à une autre famille. Maintenant, l'enfant en question aussi, il a besoin de compter sur une famille qui, pour un certain temps, saura en prendre soin, l'écouter, le soutenir, le sécuriser et l'aimer. Finalement, il peut être francophone, anglophone ou allophone. Il peut être aussi d'une autre culture, d'une autre ethnie et pratiquer une religion différente de la vôtre. Il faut aussi que le couple soit assez stable parce que c'est pas bon pour ces enfants-là si soudainement le couple éprouve des difficultés conjugales. Ça, c'est évident, parce oui. que c'est comme tisser des liens que ça se faut pas qu'ils soient envoyés dans un milieu En infernal. terminant ce bloc-ci, parce qu'on va poursuivre Oui. plus tard à l'Espace Allongé, est-ce qu'il faut absolument être 2 personnes ou si quelqu'un est célibataire pour être famille d'accueil? Est-ce que tu l'as mentionné? Est-ce que tu l'as trouvé quelque part, l'information? On aime mieux avoir 2 parents, oui. Oui, plutôt que d'avoir une personne seulement. Oui, c'est la règle, oui. On veut avoir 2 parents. Parfait, on va en parler bien sûr un peu plus tard dans l'émission. Donc, demeurez des nôtres à l'émission Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, nous accueillons pour la première fois à l'émission Rémi Côté qui vient nous faire une chronique sur les films et la santé mentale. À l'Espresso Allongé, nous poursuivons sur le sujet « Devenir famille d'accueil ». Nous entendrons aussi les chansons « Le monde à mes yeux » de Caïn et « Je chante pour les sourds » de Vulgaire Machin. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission? Vous désirez participer à Folie douce? Vous avez des suggestions? Écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604 dans le 514-990-9604. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est Rémi Côté. Bonjour Rémi. Bonjour Yvan. Oui, alors bienvenue à l'émission Folie douce. Tu es psychologue et puis on va parler ensemble de différents films. Tu es un amateur de films, je pense, un cinéphile. Oui, j'ai écouté beaucoup de films dans ma vie, oui. Ça c'est certain. Et notre sujet, évidemment, ici à Folie douce, c'est la santé mentale. Et je pense qu'il y a quand même un rapport assez étroit avec les films dont tu vas nous parler. Oui, il y a toute une thématique, beaucoup de films qui traitent de santé mentale. Des fois, c'est moins adroit que... La plupart du temps, c'est certain qu'Hollywood utilise l'aspect caricatural de la santé mentale pour vendre. C'est sûr qu'Hollywood souvent fait des films enrobés. Ils sont pas fidèles à, c'est pas fidèle à la vraie réalité des gens. Ouais. Exactement, parce que ce sont... c'est une business, le cinéma. C'est sûr qu'il y a toujours des cinémas d'auteurs, des vrais artistes. Eux vont probablement faire une représentation plus réaliste de ce que c'est vraiment la maladie mentale ou les troubles mentaux. Mais Hollywood, en général, va utiliser le stéréotype, va utiliser ce que les gens pensent pour pouvoir vendre. Pour aller les rejoindre. Aller chercher une clientèle. C'est pas fait pour éduquer. C'est pas fait pour éduquer. Souvent, les films, c'est plus fait pour divertir. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, des exemples récents qui m'ont marqué, c'est Shutter Island, donc qui était quand même d'un bon réalisateur. Celui qui a fait Taxi Driver, là, Scorsese. Donc, Shutter Island, c'était quand même un film où on traitait, il y avait comme toute une dimension là-dedans avec Leonardo DiCaprio, là, où lui-même, l'acteur principal, était, au départ, on a la vision subjective que c'est un agent du FBI ou quelque chose comme ça qui est comme en recherche ou qui va chercher des preuves sur une île. Puis au fur et à mesure qu'on avance, le spectateur ne sait même pas si c'est vraiment un agent du FBI ou si c'est plutôt un patient psychiatrique qui se serait enfui ou qui chercherait à s'enfuir ou qui est complètement en délire. Donc ça, moi je trouve que c'est un bon film qui traite de... Parce que, justement, le réalisateur est quelqu'un, je pense, en général, qui est respectueux dans sa vie, qui a un bon code d'éthique, donc ça, c'est un exemple de bon film. Qui traite d'un sujet, mais en essayant de s'efforcer de le rendre le plus correctement possible. Oui, d'après, en tout cas, de parce que je peux apprécier moi-même. Tout comme je nommais tout à l'heure Taxi Driver. Ouais. Là aussi, on voit bien, dans le fond, un peu comment quelqu'un... un ex-soldat du Vietnam qui vit un genre de syndrome post-traumatique, comment il peut éprouver des difficultés d'adaptation, vivre des stress. Et puis là, dans le cas de Taxi Driver, où il s'en va faire une razzia dans un groupe criminalisé. Oui. Et on sent justement l'espèce d'accumulation. C'est un gars qui a l'air tout à fait calme dans Taxi Driver. Mais à ce moment-là, c'est un gars qui... Il y a quelque chose qui bouille en dedans. Puis finalement, ça... Puis c'était un excellent acteur aussi également. Là. Absolument, c'est tout un acteur. Ouais. Donc, comment il s'appelait? Robert De Niro, c'est ça. Merci à Julien. Merci à nos auditeurs. Oui, c'est ça. Il y en a qui veillent. Oui, mais non, c'est un excellent acteur, effectivement. On sent exactement la pulsion là, qui... Oui, puis donc, ce sont... C'est sûr, on parlait de caricature, donc là, on peut remonter, Vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est certainement le film le plus classique qui traite de santé mentale que la plupart des gens ont vu, qui est un grand classique avec Jack Nicholson. C'est bon, ça fait comme un quiz. Non, mais tu veux voir son suit. C'est bon, c'est un bon quiz. Même le public, les auditeurs peuvent nous... Et puis, Jack Nicholson, donc on s'en souvient bien. Et puis... J'ai jamais vu ce film-là. Est-ce que, d'après toi, c'est un film... Je sais que c'est un film culte là, dans le monde de la santé mentale, mais est-ce qu'il est... Est-ce qu'il y a beaucoup de stéréotypes? Est-ce qu'il y a des stéréotypes aussi? C'est assez réel ce qui est mentionné dans le film. Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment une recette hollywoodienne. Donc, ils ont vraiment cherché des caricatures. Donc, l'anecdote dit que quand ils ont voulu tourner dans un hôpital, vraiment un hôpital d'État public, puis d'abord, la première idée, c'était d'utiliser
comme figurant des patients psychiatriques de l'hôpital, mais finalement, le réalisateur s'est rendu compte que les patients psychiatriques qui étaient présents n'avaient pas suffisamment l'air de vrais patients psychiatriques. D'après son idée, c'est ça. Donc, il est allé chercher des gens, il a fait des coupes de cheveux, il a fait toutes sortes de choses pour avoir un casting bizarroïde, pour dire, ben, c'est ça la représentation que les gens se font de patients psychiatriques. Puis, donc, là, ça, c'est sûr que c'est un bémol sur la qualité du film. Mais en général, je trouve que le film, pour l'époque, parce qu'on se situe quand même fin 60, début 70, 71, mais pour l'époque, c'est certain qu'ils se vivaient beaucoup d'abus dans le milieu des hôpitaux psychiatriques. Il faut dire qu'à l'époque, je veux dire, on était loin là, de la démystification, puis de la désince, tout ça, c'est un autre monde. C'est peut-être caricaturé, là, comme on dit. Oui, mais ça se passait il y a 45-50 ans. Donc, effectivement, nous, au Québec, c'était les enfants du Plessis, là, tu sais. Donc, c'est vrai qu'il y a eu des abus, puis c'est vrai qu'il y avait vraiment, c'était un melting pot. On mettait toutes sortes de choses. Dans le cas du sujet principal, dans cette aile psychiatrique-là, c'était quelqu'un qui était finalement un sans-abri, qui voulait juste accoucher et puis pouvoir manger. Ouais. Donc, il y a eu des expériences qui ont été faites par des chercheurs à cette époque-là, où des professeurs d'université se sont fait passer en imitant des symptômes, se sont fait passer pour des personnes souffrant de maladies mentales. Et puis, ils ont été admis. Et puis, ils ne voulaient plus les relâcher. Les autorités ne voulaient plus les relâcher. Puis, et lorsque le chercheur disait « Non, c'est parce que je fais partie d'une recherche. » Et puis, j'imitais les symptômes. Et puis, je suis professeur à telle université, vous pouvez vérifier. Les gens ne le croyaient pas. Ah ouais. Puis, donc, ça prenait quelqu'un de l'extérieur qui vienne le chercher pour le faire sortir. Donc là, j'invente pas ça, j'ai lu ça. Oui, ça devait être... disons qu'il devait avoir hâte que quelqu'un vienne acquiescer, tu sais, dire qu'il y avait effectivement... Ça, c'est pour dire que, dans le fond, la psychiatrie, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est probablement plus la même chose. Je pense que même dans les dernières 20 années, ça a beaucoup évolué. Ça a changé beaucoup. Il y a la médication qui est plus efficace aussi, d'autres technologies, d'autres techniques, la psychothérapie aussi qui est plus accessible pour certaines personnes. Ouais. Ça peut aider aussi. Mais donc, ça, c'était le film, pour moi, qui était le plus... qui ressort le plus quand on parle de santé mentale. Récemment, il me semble qu'il y a eu des films qui ont été faits qui vont plus être représentatifs là, de la vraie situation. Je ne sais pas si tu suis encore le cinéma avec du cinéma récent là, à ce niveau-là. Ou avais-tu un autre film à nous parler aussi? Oui, j'avais d'autres films. Sinon, tu peux y aller avec ça. Oui, c'est ça. Récemment, oui, disons que... écoute, moi, j'ai vu le blockbuster, la trilogie des Hobbits, La bataille des 5 armées. Ça n'a pas rapport avec la maladie mentale du tout. C'est basé sur un roman de Tolkien qui a été écrit comme au début du siècle dernier. Puis, mais sauf qu'on parle du mal du dragon. Mais c'est pas du tout répertorié. Mais moi, je considère que cette vision-là qu'avait Tolkien, le mal du dragon, ça traite d'une forme de trouble, dans le fond, d'une obsession de l'argent, du contrôle, toujours en avoir plus. Ça traite du mal, dans le fond. C'est pas un mal psychiatrique, on va dire, qui est répertorié dans les annuaires, mais c'est quand même quelque chose que je trouve que à ce niveau-là, les films peuvent apporter quelque chose de positif, une réflexion. Tout le monde peut avoir un genre de... Tout le monde peut connecter avec ce genre de sujet-là. C'est dans ce sens-là. Si on parle de films récents que j'ai vus... Là, dans les autres films que tu nous avais préparés, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux nous mentionner? On y reste quelques minutes. Oui, quelques minutes. Oui, c'est sûr. Excellent film que j'ai vu. Dont on parlait, par exemple, d'Hitchcock. Vertigo. Lui, donc, dans la trame, c'est quelqu'un qui a le vertige. Le vertige est associé à un souvenir. Et puis, il va se souvenir d'une femme. Il l'a déjà vu quelque part, mais finalement, tout ça pour en revenir donc dans la trame, dans la trame, il y a comme un suspense. La femme revient parce que c'est comme quelqu'un qui lui réapparaît. Donc lui, il s'imagine qu'il l'a imaginé. Donc le spectateur se demande s'il l'a pas imaginé, ce personnage-là. Finalement, pour se rendre compte, c'est que c'est une femme qui le manipulait à distance, qui ressemblait volontairement, à une autre femme qui était sur un tableau, puis que lui avait vu dans un musée.
Donc, il pensait que c'était peut-être un revenant. Donc là, on allait loin. On utilise la trame de l'ambiguïté. Il y a des films comme ça là, qui utilisent ça. Puis, donc, on se sert de la santé mentale ou des phénomènes un peu de psychologie pour un peu comme pour étayer, pour appuyer le suspense. Donc ça, je trouve ça habile. Personnellement, c'est sûr. Mais c'est ça. Évidemment, il y a toujours l'aspect, comme je disais, l'aspect mercantile à Hollywood, donc il faut se méfier parce qu'ils font de la caricature, ils font... un des problèmes que j'avais vu, c'était dans un film avec Frank Sinatra. Frank Sinatra a touché à pas mal de sujets qui touchent la santé mentale. Souvent, c'était, entre autres, un film d'Oppenheimer. J'ai oublié le titre, mais ça parlait de la drogue, là, de la toxicomanie. Mais il y en a un qui était intéressant, c'est Manchurian Candidate, le candidat Manchou. Et puis là, on parle d'hypnose aussi. Donc, on va essayer de dire qu'avec l'hypnose, on peut laver le cerveau d'un soldat américain. On peut lui faire faire des assassinats. On peut le commander à distance. Et puis même provoquer, dans le fond, un assassinat politique. Donc là, on va loin avec l'hypnose. On utilise l'hypnose, le phénomène de l'hypnose, pour... de façon un peu malhonnête pour étayer une trame. Donc là, c'est comme un bémol, mais on voit dans le fond que la personne finit par s'en sortir. Frank Sinatra, celui qui est joué par Frank Sinatra, finit par s'en sortir à la fin, mais sauf qu'il est assassiné par son collègue, là. Rémi, il reste quelques instants, en fait, avant de terminer, mais en gros, pour conclure, en fait, le cinéma, on a eu plusieurs... je pense qu'il y a quand même beaucoup de bons points positifs que tu nous mentionnais au niveau de la santé mentale, mais est-ce que tu peux peut-être nous conclure ça avec une dernière idée? Je dirais que il faut rester prudent avec Hollywood. C'est certain qu'eux vont utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour vendre, et puis ils vont utiliser souvent le stéréotype, la caricature, mais par contre, il y a certainement il va toujours rester des bons artisans. Au niveau du cinéma. Qui vont nous faire vibrer avec un peu d'intelligence, en fait, dans leur film. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Rémi. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la première fois, donc à une prochaine. À une prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci, Yvan. Elle pleure, audacieux de la ville. Moi je compte ma chance, un lias de gros billes. Tu m'as sauvé la vie au moins 100 fois, peut-être même 1000. C'est novembre, le mois des tourmentes. Le monde s'endort, il fight plus trop fort. C'est de ta faute si je m'en fous de mon beau temps, dehors comme un temps. J't'ai fait la vie dure, j'avais le cœur en ciment, t'es resté pur. Patiente comme un printemps, tu m'aimais plus que je m'aimais, je t'aimerai plus que j'aimerai jamais. Jamais. Tes regards me rendent meilleur, je les garde sur moi comme porte-bonheur. Tu vaux tout l'or du monde, tu vaux le monde à mes yeux. L'automne a mis sa robe du dimanche, moi je te regarderai paix entre deux silences. Le matin passe, la vie prend son temps, je te remercie d'avance. Je t'ai fait la vie dure, j'avais le cœur en ciment, t'es resté pur. Patiente comme un printemps, tu m'aimais plus que je m'aimais, je t'aimerai plus que j'aimerai jamais. Jamais.
C'est ma Joconde, mon bon augure, ma fin du monde, ma fière allure. La lumière qui entre dans mes petits coins noirs, ma lueur d'espoir. J't'ai fait la vie dure, j'avais le cœur en ciment, t'es resté pur. Patiente comme un printemps, tu m'aimais plus que je m'aimais, je t'aimerai plus que j'aimerai jamais. Jamais. Tu m'aimais plus que je m'aimais, je t'aimerai plus que j'aimerai jamais. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. On poursuit donc à l'Espresso allongé avec le sujet qu'on a entamé plus tôt, Pierre, à l'émission. Devenir famille d'accueil. Tu as donné déjà plusieurs renseignements. Il faudrait peut-être que tu fasses juste une toute petite précision. Pierre dit que des personnes seules peuvent aussi être famille d'accueil. Oui, mais on préfère avoir un couple, mais oui, les personnes seules peuvent devenir ce qu'on appelle une famille d'accueil, puis je vais y revenir tantôt. Maintenant, qu'est-ce que ça demande comme engagement pour devenir une famille d'accueil? Beaucoup de temps, de la patience et de l'amour. Oui. De l'amour. Ça, c'est toujours pris sur le site Internet de Centre Jeunesse de Montréal. On dit, vous devez être prêt à consacrer du temps et de l'énergie à un enfant ou à un jeune et à lui donner de la tendresse, de l'attention et des soins. Vous devez pouvoir lui offrir un milieu de vie apaisant, sécurisant, stable, chaleureux, stimulant, à court, moyen ou à long terme. Vous devez être capable d'accepter que cet enfant ait un parcours difficile et qu'il le manifeste parfois dans son comportement. Vous devez aussi avoir des aptitudes pour répondre à ses besoins physiques, affectifs et intellectuels. Vous devez être prêt à coopérer avec les parents naturels de l'enfant. Vous devez collaborer aussi avec les intervenants du Centre Jeunesse ainsi qu'avec d'autres professionnels ou des spécialistes. Maintenant, l'engagement du Centre Jeunesse de Montréal. Parce qu'on disait tantôt, entre nous, que en fait, c'est la DPJ qui va qui va décider si des enfants devront être envoyés à famille d'accueil, mais c'est le Centre Jeunesse de Montréal qui va gérer tout ça. Ouais. Les rapports avec... Oui, ça en fait des familles à gérer au quotidien. Ça, oui. Il faut aussi dire que il y a des couples qui peuvent aussi avoir leurs propres enfants, je pense, aussi... Ils ont pas, c'est pas des couples sans enfants. Il y en a qui peuvent avoir des enfants. Oui, aussi. Oui. Oui, ils peuvent déjà avoir des enfants et accueillir d'autres enfants. Oui. Ouais. Alors, l'engagement du Centre Jeunesse de Montréal, c'est quoi? Mais ceux-ci vont fournir un intervenant ressources qui apporte du soutien et les conseils nécessaires à la réalisation de l'engagement à titre de famille d'accueil. Autrement dit, les familles d'accueil ne sont pas laissées à elles seules pour... gérer tout ce que ça prend pour avoir un ou des enfants. On va les aider, on va les soutenir. Et le Centre Jeunesse aussi donne une information et des renseignements nécessaires pour mieux comprendre leur rôle auprès des enfants. Et un intervenant responsable de l'enfant est confié et donne les renseignements pertinents et propose toutes sortes de moyens concrets pour mieux aider cet enfant. Et une rétribution financière non imposable dont le tarif est fixé par le ministère de la Santé et des Services sociaux est versé à la famille d'accueil. C'est important de le dire. Maintenant, quels sont d'autres critères pour devenir famille d'accueil? Vous pouvez vivre seul, en couple ou en famille, c'est-à-dire avoir déjà des enfants, comme tu le disais tantôt. Oui. Vous devez avoir l'espace physique, évidemment, pour accueillir un enfant. Et votre milieu de vie correspond à certaines normes de sécurité, d'hygiène et de confort. On n'enverra pas des enfants dans une famille d'accueil où c'est insalubre, par exemple, c'est évident. Vous devez considérer l'enfant qui vous est confié comme les autres membres de votre famille. Et vous devez croire au potentiel de l'enfant en pleine phase de développement et au plan physique et intellectuel. Ouais. Et l'Association démocratique des ressources de l'enfance du Québec, ou si on veut, la CSD, regroupe l'ensemble des familles d'accueil de Montréal et apporte conseil et soutien. Et vous pouvez les contacter. La CSD, c'est au 514-354-5151. La CSD s'appelle aussi l'ADREC. C'est un autre... Ça, c'est un peu confus. Ils ont deux noms. Oui, l'ADREC ou la CSD. Maintenant, les démarches pour devenir famille d'accueil. Si vous désirez accueillir un bébé, un enfant ou un jeune à court, moyen ou long terme,
le numéro de téléphone à composer dans le 514, c'est le 356-5435. J'ai juste une précision. Y a-t-il aussi pour des adolescents? Parce que souvent, c'est une autre C'est de 0 à 17 ans. OK, oui. Je répète le numéro, c'est dans le 514, le 356-5435. Alors, on répond à votre demande et s'il y a lieu, vous serez invité à une rencontre d'information. Et comme tu le mentionnais, il y a une baisse dans l'intérêt. Hein, il y a beaucoup moins de familles d'accueil disponibles, donc il y a un besoin, c'est certain. Là, oui, c'est pour ça que je donne les numéros de téléphone. J'aimerais ça, moi, qu'on puisse avoir plus de familles d'accueil parce que c'est un besoin. On a l'impression que c'est moins populaire ou c'est moins connu aujourd'hui, je sais pas. C'est peut-être à cause de la hausse du coût de la vie, comme on disait tantôt. Est-ce que c'est le fait aussi que les baby boomers étaient très nombreux puis les générations subséquentes sont moins nombreux? Il y a moins... Il y a beaucoup plus de gens seuls aussi. Des la fois génération X et Y aussi sont moins nombreux pour remplir ces besoins-là. Peut-être. Mais quand on compose le numéro de téléphone que j'ai donné tantôt, donc on vous répond et par la suite, un intervenant évalue avec vous et votre famille vos capacités, vos habiletés parentales, votre dynamique familiale, l'organisation physique de votre environnement et vos motivations à devenir une famille d'accueil. Et celui-ci va établir avec vous les caractéristiques des enfants que vous serez en mesure d'accueillir. Donc, on va vous évaluer, vous aussi. Ouais. Et finalement, après votre accréditation, s'il y a lieu comme famille d'accueil, vous pourrez recevoir un premier enfant chez vous. Oui. Puis c'est quelque chose qui... Vous, est-ce qu'on a quelques secondes? Est-ce que vous le feriez si vous aviez l'opportunité de le faire? Si vous aviez le... moi, je n'ai pas actuellement assez si vous aviez tout ça, le feriez-vous? Moi, je ne sais pas, honnêtement. Ça dépend déjà. Il y en a qui adorent. Hein. Oui, j'imagine. J'irais plus pour l'adoption internationale, qui est une autre type. L'autre façon de simplifier. Oui. Hein. Ben, merci. Merci beaucoup pour un beau sujet, Pierre. Merci pour ça. Donc, devenir famille d'accueil, demeurer des nôtres à la folie douce. On va répéter les numéros tantôt. À la fin, oui, bien sûr. Les nerfs abîmés, j'ai un peu trop martelé dans le vide. Malmené par le doute et les cordes vocales en ruine. Si seulement tout ce qu'on prêche, on le mettait en pratique. Ma dernière abstraction dévie toute seule dans l'abîme. Quand je n'ai que l'apathie et la promesse d'en pleurer, je suis mon unique ennemi. Est-ce que c'est moi le cave à pas prendre les gens pour des caves, à cerner les marques de la tristesse sur nos visages? Combien nous sommes complètement inondés d'amertume, usés par la paresse et le peu de temps qu'il nous reste. Moi je n'ai que la colère et la promesse d'en pleurer. Je suis mon virus et mon cancer. Combien de signes et de preuves de cette justice entravée? La nature se déchaîne et je reste immobile, submergé. J'aimerais pouvoir brandir la paix, mais la haine est mon régime. La lumière qui s'éteint devant l'amour qui nous fait signe.
Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. En terminant cette émission de Folie douce, on y va avec la nomenclature des chansons. Ghislain Malo ici présent. Alors, on écoutait en début d'émission On ira de Zaz. On écoutait la fable du poisson volant de Félix-Antoine Vallière. On écoutait dans la deuxième demi Le monde à mes yeux de Caïn. Et à l'instant, je chante pour les sourds de Vulgaire Machin. Ben voilà, merci beaucoup pour votre choix musical à toi et à Pierre. Merci Pierre pour tes blocs Espresso et Espresso allongé où il a été question de devenir famille d'accueil. Oui, j'en profite pour répéter les numéros de téléphone. Si vous voulez rejoindre la CSD qui regroupe l'ensemble des familles d'accueil de Montréal, c'est dans le 514, c'est le 354-5151. Et si vous voulez devenir une famille d'accueil, vous composez encore dans le 514, c'est le 356-5435. Excellent. Merci beaucoup pour ta mise en onde également, Pierre. Je remercie notre invité en début d'émission, François Chouin, qui nous a parlé de l'organisme Pas de la rue. D'ailleurs, pour les joindre, pour en savoir plus sur cet organisme, www.pasdelarue.org. Je remercie également notre invité Rémi Côté, qui nous a fait sa chronique sur les films, sa première présence à l'émission Folie douce. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous. Bonne semaine, Pierre. Salut, Yvan. Bonne semaine, Ghislain. Bonne semaine. À la prochaine. Au revoir. Pop